Quand on pense à Paris, on pense à la Tour Eiffel. Elle domine l'horizon, symbole d'une ville, d'un pays, et même d'une époque, celle de l'ingénierie audacieuse, de la révolution industrielle, de la foi en la modernité. Mais derrière cette prouesse de fer, derrière ce monument qui attire aujourd'hui des millions de visiteurs, il y a un homme. Un homme parfois admiré, parfois critiqué, mais dont la détermination a changé le paysage de la France. Cet homme, c'est Gustave Eiffel. Aujourd'hui, je vous raconte son histoire, son enfance, ses études, ses échecs, ses triomphes, ses secrets, et ce que peu de gens savent de lui. Gustave Eiffel naît le 15 décembre 1832 à Dijon, en Bourgogne. Son nom de naissance est en réalité Alexandre Gustave Bonnickhausen dit Eiffel. Oui, Eiffel n'est qu'un surnom, inspiré de la région d'Eiffel en Allemagne, d'où est originaire sa famille. Son père, François Alexandre, est ancien militaire reconverti en fabricant de charbon de bois pour les forces navales. Sa mère, Catherine Mélanie, est issue d'une famille de marchands de bois et de charbon, femme d'une grande rigueur. Petit garçon curieux, Gustave grandit au milieu des fourneaux et des métiers liés au fer et au bois. Il observe les artisans, apprend le travail manuel et développe une passion précoce pour la matière. Les structures, la mécanique. Contrairement à Edison, il bénéficie d'une bonne éducation. Il fréquente le lycée de Dijon, puis celui de Paris. Mais à cette époque, Gustave n'est pas encore le futur père de la Tour Eiffel. C'est un élève sérieux, un peu réservé, qui aime surtout les sciences naturelles et la chimie. À 21 ans, Gustave Eiffel est admis à l'École centrale des arts et manufactures, l'une des grandes écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses de France. Là, il se spécialise en chimie, mais il découvre bientôt que sa véritable passion réside dans le génie civil, la construction métallique et les grands ouvrages d'art. En 1855, diplôme en poche, il commence à travailler comme ingénieur. Sa première mission importante, collaborer à la construction d'un pont métallique à Bordeaux, sous la direction de Charles Nepveu, un ingénieur spécialisé dans les structures en fer. Cette expérience est fondatrice. Eiffel y apprend l'art des ponts, de la résistance des matériaux et surtout de l'organisation de chantier. En 1866, Gustave Eiffel fonde sa propre entreprise de construction métallique, la Maison Eiffel. Son objectif est clair, être le meilleur dans son domaine. Il se lance dans des projets ambitieux. Ponts ferroviaires, viaducs, charpentes métalliques pour gares, ouvrages industriels. Parmi ses réalisations, le pont ferroviaire de Bordeaux, 1858 à 1860. Un ouvrage de 500 mètres de long sur la Garonne. Le viaduc de Garabit, 1880 à 1884. Un chef-d'œuvre d'architecture métallique, l'un des plus hauts viaducs du monde à l'époque, perché à 122 mètres au-dessus de la rivière Truyère. Les structures quais de la gare de Pest à Budapest, 1877, avec leurs immenses charpentes de verre et de fer. Ce qu'Eiffel apporte, c'est une nouvelle méthode de travail. Calcul précis, préfabrication des pièces, assemblage sur site avec une logistique millimétrée. Une approche quasi-industrielle qui révolutionne la construction. L'année 1889 approche, avec son exposition universelle à Paris, célébrant le centenaire de la Révolution française. Un concours est lancé. Il faut imaginer une structure monumentale, visible de loin, symbole de progrès. Le projet de Gustave Eiffel est choisi. Une tour en fer de 300 mètres de haut, une hauteur inédite à l'époque. Mais dès le départ, le projet fait scandale. Des écrivains, des artistes, des journalistes signent une protestation des artistes, dénonçant ce qu'ils appellent une honte de fer, un pylône tragique qui va défigurer Paris. Eiffel, imperturbable, défend son projet. Ma tour sera la preuve éclatante de ce que peuvent accomplir la science et l'industrie moderne. La construction commence en janvier 1887. Plus de 18 000 pièces métalliques Soften sont fabriquées dans les ateliers Eiffel de Levallois-Perret, puis assemblées sur le champ de Mars par une armée d'ouvriers. Tout est calculé. Chaque rivet, chaque poutre, chaque vent dominant. Résultat, en un temps record,
un chef-d'œuvre de 300 mètres de haut, se dresse dans le ciel de Paris. Le 31 mars 1889, Eiffel monte jusqu'au sommet pour planter le drapeau français. La foule acclame. La presse, jusque-là hostile, se retourne. La tour devient un symbole. Peu de gens connaissent la vie privée de Gustave Eiffel. Marié en 1862 à Marguerite Gautier, il a 5 enfants. Mais le bonheur est de courte durée. Marguerite meurt tragiquement en 1877, le laissant veuf à 45 ans. Eiffel se consacre alors entièrement à ses enfants et à son travail. Côté carrière, il connaît aussi un scandale. L'affaire de Panama, 1892, un énorme scandale politico-financier. Eiffel est accusé de malversation dans la construction du canal de Panama. Bien qu'il soit finalement acquitté, il subit un énorme choc moral. Il vend son entreprise et décide de se consacrer à la recherche scientifique. Après avoir quitté le monde des affaires, Gustave Eiffel s'intéresse à l'aérodynamique. Il finance ses propres expériences. Construction d'une soufflerie au Champ de Mars, puis d'une autre à Auteuil. Études sur la résistance de l'air, les formes aérodynamiques, la stabilité des ponts et des avions. Ces travaux influencent directement les pionniers de l'aviation. Gustave Eiffel devient ainsi un pionnier méconnu de l'aérodynamique moderne. Gustave Eiffel s'éteint le 27 décembre 1923, à l'âge de 91 ans, dans son hôtel particulier de Paris. Il est inhumé au cimetière de Levallois-Perret, aux côtés de son épouse. La tour Eiffel, bien sûr, qui devait initialement être démontée après 20 ans, mais qui est sauvée grâce à son utilité comme antenne de télécommunication. Des centaines de ponts et viaducs, encore utilisés aujourd'hui. Ses recherches sur le vent et la résistance de l'air, toujours citées dans les écoles d'ingénieurs. Eiffel avait proposé d'utiliser la tour comme laboratoire météo. Des expériences y furent menées dès 1889. Il a également accueilli Marconi sur la tour pour tester les premières des transmissions radio à longue distance. Pendant la Première Guerre mondiale, la tour Eiffel a permis d'intercepter des communications ennemies, jouant un rôle stratégique. Gustave Eiffel n'a pas seulement construit une tour, il a construit un symbole, un monument à la gloire de l'ingénierie et de l'audace humaine. Son nom est devenu synonyme de grandeur, de hauteur, d'innovation. Et si aujourd'hui la tour Eiffel est photographiée des millions de fois par an, si elle continue d'inspirer artistes, ingénieurs et rêveurs, c'est parce qu'un homme, un jour, a décidé de croire en son projet malgré les critiques. Gustave Eiffel nous rappelle qu'il faut oser voir grand, oser défier les sceptiques, oser bâtir ce que d'autres pensent impossible. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a inspiré, prenez 2 secondes pour liker, vous abonner et activer la cloche afin de ne pas manquer les prochaines histoires de grands inventeurs et bâtisseurs. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui adore Paris ou l'histoire. Je suis sûr qu'il sera impressionné de découvrir la vraie vie de Gustave Eiffel.